Et quelques temps plus tard, alors oui, quand on dit qu'on assassine Louis d'Orléans, on fait plus que l'assassiner, on lui démolit la tête à coups de hache, et non content de ça, on lui coupe la main avec le gant et une petite bague qui est sur le gant. Or, là encore, il va se passer un truc bizarre, c'est que quelques années plus tard, le duc de Bourgogne lui-même se fera assassiner à côté de Paris, du côté de Melun, et on va retrouver très certainement la même bague lorsque Jeanne, en arrivant à Orléans, fera sa première visite à l'église Saint-Sanson, donc le siège de l'ordre de Sion. Voilà. Hein? Donc, ça aussi, voilà, petite La précision. toute première Elle arrive, visite. voilà, la première Oui, visite qu'elle fait, oui, oui, elle va à cette petite église qui est le siège Voilà. de l'ordre. Et en sortant, elle dit à son page d'envoyer à Jeanne de Laval un petit cadeau, c'est un anneau d'or. Or, Jeanne de Laval, c'est qui? Eh ben, Jeanne de Laval, c'est ni plus ni moins que la veuve toujours vivante de Duguesclin, dont on parlait tout à l'heure. D'accord. Et qu'est-ce que ça peut être, cette bague? Ben, il est fort probable, ça c'est une supposition de ma part, mais ça n'est pas gratuit, il est fort probable que cette bague ait été un symbole, un sceau ou quelque chose comme ça se faisait beaucoup, concernant l'ordre du Temple. Que, en même temps que son épée, Duguesclin avait fait transmettre à Louis d'Orléans. Louis d'Orléans assassiné, on lui coupe la main, on lui prend la bague, et quelques temps plus tard, le dauphin fait assassiner à son tour sur le pont de Melun, je crois, le duc de Bourgogne, et il récupère la Et bague. il récupère la bague. Eh ben oui. D'accord. Ah, mais Non, mais là, c'est comme un film de. C'est un film, c'est c'est un film. là. D'accord. oui, oui. Et la première chose que fait Jeanne en arrivant à Orléans, c'est d'aller à l'église Saint-Sanson, le siège de l'ordre de Sion, de récupérer cette bague et de la faire envoyer à Jeanne de Laval. La faire envoyer donc à la veuve du Guesclin. Voilà. Alors, si on ne voit pas des signes là-dedans, qui sont pas dans nos manuels, mais qui parlent quand même clairement, quoi. Je veux dire que c'est évident que il y a des signaux qui passent dans l'air comme ça entre des personnages et le commun des mortels n'y voit rien. Hein? Et donc Jeanne d'Arc, elle arrive à. Parce qu'il y a un truc aussi avec ces Anglais qui sont là aux portes d'Orléans. Quoi, peut-être qu'ils veulent. Il y a peut-être un deuxième plan caché du côté des Anglais. Pourquoi ils sont là, ces Anglais? Ils ont Au-delà rien, du, on sait, ils voilà, ont rien traité à de y Troyes. faire, ils avaient aucun intérêt à mettre le siège devant Orléans. Et même, je ne sais plus si c'est Bedford ou Salisbury qui dira plus tard, on ne sait pas qui a donné l'ordre de mettre le siège à Orléans. C'était pas du tout leur intérêt. Ils détenaient le propriétaire à Londres, puisque Charles d'Orléans, le fils légitime de Louis, hein, donc en fait le frère de Jeanne, mais le fils légitime, lui, de Louis d'Orléans, était prisonnier depuis la bataille d'Azincourt. Depuis 15 ans, il était à Londres. Prisonnier VIP, hein. Oui, oui. Bon, c'est là qu'il faisait les fameux poèmes de Charles d'Orléans, il y en a plein, tout le monde, tous les écoliers connaissent ça. Et d'ailleurs, il avait fait, sans doute aussi, il devait savoir quand même qui était sa frangine, parce qu'il avait depuis Londres, il avait fait tailler un costume sur mesure aux couleurs de la famille d'Orléans pour Jeanne. Un costume, une robe de femme. Pas une armure, hein, une robe de femme. Une robe de femme Voilà. avec les armoiries de la Aux famille. couleurs de la famille d'Orléans. Donc c'était un aveu pour dire, elle fait partie de la famille d'Orléans. Pour moi, c'est une évidence. Hein. Et donc, les Anglais détenaient Charles, le propriétaire de la ville, et qui leur payait rançon régulièrement.
En fait, c'est les impôts des Orléanais qui permettaient à Charles de payer sa rançon. Comme tous les chevaliers d'un certain niveau, quand on les prenait, on les faisait prisonniers, ceux qui n'avaient pas de valeur, on les flinguait sur place. Et dès qu'on Et puis avait les du autres, poison, un truc, voilà, on prenait, on te disait, ah, toi lui, tu peux payer rançon, toi tu peux tiens. payer. Voilà. Oui, mais donc, c'était pas du tout leur intérêt. Ils avaient intérêt, au contraire, à faire durer le plaisir et à encaisser. Sauf s'ils ont trouvé un intérêt supérieur à mettre le siège de la ville. Et ça, à mon sens, c'est pas du tout pour des questions d'une petite politique mesquine ou de rentrée d'impôts ou de choses comme ça. C'est parce qu'ils ont appris entre-temps que le siège de l'ordre de Sion était à Orléans, avec toutes les archives. Quelles archives? Mais celles qui ont été trouvées à Jérusalem. Le fameux trésor du temple de Salomon, enfin la légende absolue. Pas forcément des trésors, en tout cas des connaissances. Des connaissances, ouais. Voilà. Et apparemment, ces connaissances avaient beaucoup plus de valeur qu'un trésor. Ce qui justifiait effectivement de sacrifier la rente qu'on pouvait toucher du Charles, mais de mettre la main sur ces archives, ça aurait pu effectivement être très intéressant pour eux. Pourquoi? Tout simplement parce qu'effectivement, il y a des gens qui pensent que 1 ou 2 siècles avant Jeanne d'Arc, déjà, les Templiers avaient trouvé le chemin de l'Amérique. Un certain nombre de gens pensent même qu'ils y ont exploité des mines d'argent. Tout à fait. Mais comment auraient-ils pu faire ça? Sur quelle base? Sur quelle carte? Mais des cartes, on en a. Des cartes, il y a la fameuse carte de Piri-Reis, qu'utilisera encore quelques années plus tard Christophe Colomb, ou d'autres navigateurs. Il y en a d'autres, des cartes, il n'y a pas que celle de Piri-Reis d'ailleurs, il y en a d'autres qui sont du même. Les cartes des Vikings, qui est stupéfiante aussi. Et donc, ce genre de choses, effectivement, pouvaient très bien provenir des connaissances accumulées non seulement à Jérusalem, mais avant même Jérusalem, à Alexandrie. Alexandrie, parce que, petite parenthèse, Christophe Colomb était un Templier lui aussi. Absolument. On voit, on a tous l'image de ces bateaux avec la croix templière. Ah non, mais beaucoup mieux que ça. Beaucoup mieux que ça. Quand on dit un Templier, ça ne veut plus rien dire. Logiquement, ils avaient disparu. Bon, en tout cas, ils étaient là, mais on ne peut pas dire Templier parce que c'était des Templiers occultés. Occultés, oui. Voilà. Par contre, ce qui est intéressant à savoir, c'est que le même Christophe Colomb, avant même qu'il ne parte pour son voyage vers les Indes occidentales, avait déjà rempli une mission pour quelqu'un qu'on connaît. Il était parti, je dirais, extraire du port d'Alger une galère qui avait été faite prisonnier, enfin, que les barbaresques avaient fait prisonnier, avaient capturé. Et il est allé chercher cette galère en opération commando, sur ordre de qui? Eh bien, le fameux René d'Anjou. Sur ordre de René d'Anjou. Voilà. Donc on retrouve encore qui, jusqu'en 1480, c'est-à-dire pendant 60 ans, puisqu'il était depuis 1420 jusqu'en 1480, il était toujours le grand maître de Sion. Et en même temps, entre-temps, il était devenu également roi d'Aragon. D'Aragon, voilà. Bon. Donc René d'Anjou qui est le fils de Yolande d'Aragon. Le fils de... Voilà, oui. Yolande d'Aragon qui a hérité l'héritage de sa mère, etc. Bien sûr. Mais encore une fois, on trouve toujours des connexions incroyables. C'est hallucinant. Et toujours les gens qui, comme tu disais tout à l'heure de ce puzzle, c'est-à-dire tu vas trouver des relations entre un tel et un tel et un tel, les plus improbables. On va trouver René d'Anjou, fils de Yolande d'Aragon, lui-même lié à Christophe Colomb, etc. Enfin, c'est quand même extraordinaire, ces interrelations. Alors, pour revenir à la petite anecdote dont on parlait pendant la pause tout à l'heure, à propos des Saintes Maries de la Mer. Oui.
Jusqu'en 1400 et quelque chose, les Saintes Maries de la Mer, on avait oublié complètement qu'elles existaient. Savez-vous qui a fait faire les premières recherches archéologiques de l'histoire de France? René d'Anjou. Encore ce René d'Anjou. Et il revient en plus sur les lieux du crime, si j'ose dire, donc à un endroit qui était passé aux oubliettes, on Oui. n'en parlait plus. Personne Oui, tout le monde avait oublié qu'elles avaient débarqué là. lui, visiblement, n'avait pas Oui, oublié. n'avait pas oublié. Parce que voilà, cet épisode, parce que là on refait encore un petit flashback quand même sur Sainte-Marie de la Mer, mais épisode assez incroyable où on apprend aussi que à cette époque, le seul moyen on va dire de venir en France depuis la Palestine, c'est en partant de Saint-Jean d'Acre, hein, aujourd'hui Haïfa, et on arrivait que de deux endroits, donc Marseille ou Sainte-Marie de la Mer. Oui, Narbonne aussi. Narbonne aussi. C'est quand même assez extraordinaire qu'il y ait eu des lignes commerciales donc, qui partaient. Oui, c'est pas extraordinaire, c'est que les gens avaient installé tout ce qui concerne le commerce. Ouais. Ça suppose une défense. D'accord? La possibilité d'ancrer un bateau et en même temps la possibilité d'une défense. Et à ce qui ne s'appelait pas encore les Saintes-Maries de la Mer, il y avait un oppidum, c'est-à-dire une petite forteresse. C'est tout naturellement que les gens venaient là. Et comme ils allaient aussi bien à Marseille ou à Narbonne, mais c'est pas par hasard. S'ils venaient là, c'est parce qu'il y avait effectivement de quoi les défendre. Ouais. Voilà. Mais, donc c'est parce que là, donc toujours le lien et cette ville, parce que tout à l'heure aussi quand on parlait de ce tableau de Poussin, ça a un rapport aussi avec Rennes-le-Château. Puisque... Le seul rapport que l'on peut vraiment faire, c'est que la ressemblance du paysage et du tombeau dessiné sur ce tableau, ça se rapproche énormément d'un tableau qui s'appelle le tableau des Montiles, un tableau d'un tombeau qui s'appelle le tombeau des Montiles, et qui a existé jusqu'en dans les années 80. Il a été rasé depuis parce qu'il y avait trop de monde qui venait. Mais en fait, il n'y a pas tellement d'autres raisons de rapprocher ce tableau de l'histoire de Rennes-le-Château. Par contre, si on se fie à ce qui fait la légende selon la traduction d'un certain nombre de documents, de manuscrits qui auraient été trouvés par l'abbé Saunière lors de la restauration de son église, alors sont vraiment des manuscrits authentiques ou pas, il serait question d'une traduction où on parle du peintre Poussin et d'un autre, je crois, Signol, ou j'ai perdu le... Ténier. Ouais, Poussin, Ténier. Et bon, est-ce que c'est suffisant pour faire un lien? Je ne sais pas. Par contre, si on cherche un peu plus loin, comme j'ai fait, on s'aperçoit que ce fameux tableau, œuvre du peintre Poussin, était accroché chez un gars qui s'appelait Nicolas Fouquet. Or, ce Nicolas Fouquet, qui protégeait donc, qui était le protecteur du peintre, ce Nicolas Fouquet était le grand argentier de Louis XIV. Et il s'est fait construire un château somptueux qu'on peut toujours visiter, qui s'appelle Vaux-le-Vicomte. Ah, très connu. Voilà. Oui, d'accord. Et ce Nicolas Fouquet avait un frère qui était évêque et qui a été, sur sa recommandation probablement, nommé dans la région de Rennes-le-Château, à côté, à un petit bled, une petite ville sympathique d'ailleurs, mais bon. Avait-il ordre de chercher quelque chose dans le coin? En tout cas, ce frère
lui avait fait parvenir un jour un courrier en lui disant que le peintre Poussin détenait des secrets qui pourraient faire de lui mieux qu'un roi, ou que bien les rois aimeraient connaître ce secret. Bon, on ne sait pas lequel, on ne sait pas ce que c'est. On sait juste que Poussin détenait un secret. Et si on continue l'histoire, on s'aperçoit que le jour où Nicolas Fouquet veut inaugurer et recevoir le roi Louis XIV chez lui, il a fait les choses vraiment dans les grandes largeurs, vaisselle d'or et tout, et le roi, paraît-il, prendrait ombrage de ce que son grand argentier aurait presque plus d'argent que lui, et du coup, le fait emprisonner, saisit tout, et fait racheter en sous-main le fameux tableau de Poussin, les bergers d'Arcadie, et il va le garder tout le reste de sa vie chez lui dans sa chambre, à Versailles. C'est bizarre. Wow, il tenait beaucoup à ce tableau. Il tenait beaucoup. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a dessus? Je ne sais pas. Pour moi, c'est un tableau comme un autre. Bon, alors après, il y a l'interprétation. Le paysage, l'inscription. Les inscriptions Arcadie, Tendego, c'est quoi? Et in Arcadia ego. Et in Arcadia ego. C'est-à-dire, moi aussi, je suis en Arcadie. Moi aussi, je suis en Arcadie, voilà. Voilà. Mais ça peut se transformer en autre chose. C'est un peu un anagramme. Et puis, alors, ce truc-là, c'est bizarre parce que cette représentation, on la retrouve sur une espèce de stèle qui a été faite dans une église italienne, un hommage à Poussin, qui a été faite dans une église italienne, c'est très curieux, par, quelques temps plus tard, par, je crois, c'est pas La Rochefoucauld, on le retrouve aussi dans le bouquin, peu importe. Et puis on trouve également la même chose sur un autre tombeau en Angleterre, sur le domaine de Souchborough, qui est un domaine qui appartient au frère d'un grand marin qui a beaucoup voyagé vers les Amériques à ce moment-là, au moment de leur découverte, ou peut-être même un peu avant. Enfin, un gars qui a fait fortune. Alors, est-ce qu'il a trouvé, je ne sais pas, un trésor? Est-ce qu'il en a enterré un? Est-ce qu'il a été chargé par les Templiers? On ne sait pas trop. Il y a plein de trucs comme ça. En tout cas, il a fait fortune et il a légué ça à son frère. Et son frère a fait construire des trucs tout à fait étonnants avec cette inscription, la même reproduction, un petit peu modifiée toutefois, et une inscription supplémentaire. Alors, et in Artiaga Hugo, et une inscription supplémentaire avec une énigme qui commence par D et qui finit par M, ce qu'on appelait l'écriture DM. C'est encore un truc très, très, très bizarre. Bref, mais ça ne suffit pas, parce que on parlait au tout début de la pyramide du Louvre. Ouais. On parlait de Mitterrand. Alors Mitterrand lui-même a fait, en 1980, je ne sais pas combien, élever un petit, on peut pas appeler ça un bâtiment, on va appeler ça un édicule, sur le champ de Mars. Et sur cet édicule, consacré à la franc-maçonnerie, figure le nom de Poussin et ces quelques mots, et in Arcadia ego. Pourquoi? Ça restera vraiment à moins que. Ça, tout le monde peut aller le voir. Hein. Ah, tout le monde peut aller le voir, non. Mais la réponse, je pense qu'il va falloir faire sortir Mitterrand un jour, faire parler les esprits, on ne sait jamais. On va faire une pause, la régie elle est prête.
On fait une pause, je les oublie pas. Et ben en troisième partie, on va répondre à toutes les questions. Il y en a plein en plus. On vous oublie pas. Ouais. Voilà, on va répondre Bon. aux questions en troisième partie. Là, on fait la petite pause et puis on revient juste après. Jeanne Lapucelle, voilà. Et à tout de suite, à vous la régie. Attention. Voilà, donc de retour sur la libre antenne, toujours avec Jacques Millet, toujours sur Jeanne Lapucelle, Jeanne d'Arc. On va prendre les questions des métanautes. Alors, il y en a pas mal. On disait par exemple, quel est le lien entre la constellation ou l'étoile Draconis et le tableau de Poussin, les bergers d'Arcadie? Bah, tu l'as expliqué. Oui, c'est pas une étoile Draconis, c'est une constellation. Et comme je le disais tout à l'heure, ça veut dire la constellation du dragon. Et l'étoile principale, la première qu'on appelait Alpha de Draconis, c'est cette étoile qui, du temps des Égyptiens, marquait le nord absolu. Et avec le changement, ce qu'on appelle La précision des équinoxes. la précession des équinoxes, voilà, merci. L'axe de la Terre varie et il faut donc réajuster assez régulièrement, tous les 2000 et quelques années, il faut réajuster l'étoile qui se trouve au bout de cet axe. Et à l'époque de la mythologie grecque, c'est-à-dire à la succession des Égyptiens, on a donc inventé dans l'aile du dragon, on a baptisé certaines étoiles Callisto et Arcas. C'est maintenant l'étoile alpha de cette aile du dragon, c'est-à-dire Arcas, qui est devenue l'étoile polaire, qu'on appelle aussi Stella Maris, comme je disais tout à l'heure. Stella Maris en plus, ça fait Voilà. étoile En de fait, Marie aussi, le lien c'est Arcas, Arcadie. Arcadie. Voilà. Alors, il y a une question, c'est vrai qui revient souvent, on me dit, ils ont tous été très étonnés. Bon, ça se voit qu'ils n'avaient pas suivi la première émission, mais sur les origines, on va dire, nobiliaires de Jeanne d'Arc, c'est que Jeanne d'Arc n'est pas une simple bergère. Alors ça les a beaucoup choqués, on me dit, mais quelles sont ses sources, où est-ce qu'il sort ça? Alors, il y a toutes, voilà, précisons, toutes les sources, elles sont, voilà. Toutes les sources, elles sont dans ton bouquin. Il y a toutes les sources. Voilà, ceux qui veulent vraiment compléter par rapport aux sources, allez chercher dans le bouquin. Voilà, il y a le roman lui-même fait 600 pages parce que bon, je me suis laissé un peu embarquer. C'est une enquête qui, je dirais, qui se déroule sur le plan de notre temps, une enquête contemporaine, mais qui porte sur l'histoire de Jeanne d'Arc. Alors, tout ce qui est contemporain, c'est de la pure invention, c'est du roman, et tout ce qui porte sur l'histoire de Jeanne d'Arc, c'est appuyé sur les 40 dernières pages du livre, qui comportent, qui donnent en fait les sources, les raisonnements, tout ce qui m'a amené à écrire le bouquin. Voilà. On me dit, pensez-vous comme André Douzé que Jésus est enterré en France? Alors, je connais un peu André Douzé. Je ne connais pas toutes ces théories. Pour moi, je dirais que c'est pas improbable, mais que ça n'a aucune importance en soi. Que le tombeau de Jésus existe et soit en France. Il y aurait même un lien avec le fameux axe de Roselyne aussi. Ah bah oui, non, oui, évidemment, il y a un lien. Parce que c'est tout le problème est là. Enfin, tout l'intérêt est là. Qu'il existe ou qu'il n'existe pas, un tombeau du Christ en France, à mon avis, ça n'a aucune importance. Pourquoi? Parce que, tout simplement, parmi les secrets de l'ordre, qu'on dit l'ordre de Sion, enfin qui s'appelait l'ordre de Notre-Dame du Mont-Sion, qui n'a rien à voir avec le prieuré de Sion de Plantard, parmi les secrets que détenait cet ordre, il y a, alors là j'en suis certain, catégorique, il y a des choses concernant la géologie, la géographie et la géostratégie. Et l'important pour
contrôler une société, et une civilisation, c'est de contrôler ses bases. Or, ça veut dire contrôler le temps et l'espace. Contrôler le temps, on sait le faire, puisqu'on a, l'Église nous a gentiment donné ce qu'on appelle un calendrier, avec la date de naissance du Christ, supposée à instant zéro. Il n'y a pas d'année zéro, ça n'existe pas, une année, c'est un instant zéro, puis on compte, à partir de là, on compte l'année 1. Voilà. Donc, la marque du temps se fait à partir d'un instant zéro qui est censé être la naissance du Christ. Mais ça, c'est la marque du temps. Comment fait-on pour marquer l'espace? Ben, c'est pareil, il faut une ligne zéro. Et cette ligne zéro, ben, c'est le méridien de Paris, ou ce qu'on appelle la Roseline. Et à partir de là, au Moyen-Âge, et même bien avant sans doute, des gens savaient calculer les déplacements, la surface de la Terre, les longueurs, les méridiens, etc. Et ça, c'était un secret géostratégique. Ce qui explique que les Templiers aient pu effectivement aller en Amérique bien avant les autres. Parce que la difficulté pour se repérer en mer, c'est pas tellement la latitude. On peut toujours mesurer par rapport à la hauteur des étoiles. Le problème, c'est la longitude. Et pour mesurer une longitude, il faut un méridien. Il faut un repère, il faut qu'il y ait un départ. Ouais. Voilà. En plus, on verra quelques siècles plus tard, à la Révolution, que ce méridien, c'est pas innocent. Et à mon sens, bien avant la Révolution, les gens qui détenaient ces secrets, dont un certain nombre de grands esprits, je dirais Léonard de Vinci, Newton, etc., qui, comme par hasard, sont tous aussi des grands maîtres de Sion, ces gens-là connaissaient la forme de la Terre et la façon de la mesurer, et la façon de se déplacer dessus. Alors c'est un avantage extraordinaire. Ouais, c'est un intérêt géostratégique. Ouais, complètement. Voilà. Et ce n'est pas par hasard non plus que Christophe Colomb ira chercher les Indes à l'ouest. Voilà. Parce qu'il connaissait ça. Et qui faisait partie, alors aussi, ça voudrait peut-être impliquer, hein, pareil, puisqu'on est dans la spéculation, j'ai envie de dire, est-ce que ça voudrait, ce fait-là, que l'Amérique ait pu être découverte, je veux dire, prématurément, de façon anticipée, sans que ce soit officialisé. Oh, je dirais même redécouverte. Redécouverte, bien sûr, voilà, redécouverte, on va dire. Est-ce qu'on peut dire que l'histoire aujourd'hui donc des États-Unis peut être intimement liée aussi à cette histoire aussi, de façon... Ah, mais incontestablement. Incontestablement pour différentes raisons. D'abord parce que on sait aujourd'hui que les Vikings étaient allés en Amérique bien avant Christophe Colomb. Et il y a aussi d'ailleurs... Christophe Colomb a utilisé la carte qu'on appelle la carte de Piri-Reis, qui est elle-même, cette carte est déjà une compilation d'un tas d'autres cartes beaucoup plus anciennes qui avaient été faites, cette compilation par le capitaine Piri-Reis, un Turc, à partir d'éléments qu'il avait trouvés déjà. Alors, on peut supposer que ça vient très probablement des collections du monde d'Alexandrie, de l'époque égyptienne, carrément. Égyptienne. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on a trouvé dans un certain nombre de momies égyptiennes de la cocaïne. Or, la cocaïne, à ma connaissance, ça n'existe qu'en Amérique du Sud, Amérique centrale. Oui, pourtant, on a retrouvé la cocaïne, oui, tout à fait exact. Ouais. Et puis aussi, dans cette chapelle de Roseline, on a toujours la fameuse chapelle de Lord Sinclair, on y trouve la représentation d'animaux et de légumes qu'on ne découvrirait un comment de l'Amérique. Alors la chapelle est antérieure à la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Oui. Donc ça fait beau. C'est vrai que ça fait beaucoup des dessins d'indiens, etc. Voilà, des dessins d'indiens, du maïs, enfin tout un tas de choses qu'on a découvert que bien plus tard. Donc c'est effectivement... Voilà, j'espère que ça répond à la question. Voilà, on me dit, êtes-vous agnostique vous-même? Vous avez parlé des Templiers de Jérusalem et de Jérusalem en effleurant le sujet sans l'aborder. Étaient-ils des pratiquants de la théurgie?
Alors c'est quoi la théurgie? Moi je ne sais pas. J'avoue que le terme me chiffonne un petit peu. Je vais répondre d'une autre manière. Ouais. Selon moi, les Templiers sont restés 9 ans sur place sur le temple de Salomon, avant, bon, soi-disant pour défendre les chemins de pèlerinage, ça c'est de la foutaise, parce qu'on ne voit pas ce que 9 Templiers pouvaient faire sur les chemins. Ouais, 9, ouais. Non. Et puis en plus, ils ont resté enfermés là pendant des années. Non, en fait, ils ont fait des fouilles. Ils faisaient des fouilles, voilà. Mais bien sûr. Et ils ont trouvé un certain nombre de choses qui avaient été cachées au moment de la démolition du temple Partitus. Voilà, le temple d'Hérode. Le temple d'Hérode. Voilà. Voilà. Et donc, que peuvent-ils avoir trouvé? À mon avis, ils ont trouvé des choses qui devaient apporter certaines nuances au dogme pratiqué par l'Église catholique. Mais sans pour autant vouloir la mettre à bas, parce que c'était pas forcément une mauvaise organisation, c'est juste que le Vatican, l'Église catholique, était plutôt une organisation temporelle. Et en ce sens, c'est pas forcément exactement le suivi des Écritures, en tout cas des Évangiles ou de la parole de Jésus. À mon sens, les Templiers étaient beaucoup plus proches et plus fidèles au personnage de Jésus que ne l'était l'Église. Et ça pourrait, on pourrait dire qu'ils étaient, je dirais, des gnostiques, mais c'est pas évident de décrire exactement quelle était leur foi. Ce que je peux dire, c'est que ils étaient suffisamment sûrs d'eux pour avoir fait avaler au pape le privilège exorbitant pour l'époque, parce que il y a seulement 2 autres ordres qui ont obtenu ce privilège-là depuis, et c'est les Jésuites et l'Opus Dei seulement il y a quelques années. Les Templiers, eux, avaient obtenu du pape, à l'époque, le privilège exorbitant de consacrer eux-mêmes leurs propres prêtres, sans être obligés de passer par un évêque. Ça veut dire qu'ils avaient quand même une foi très spéciale, que eux seuls avaient. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ouais, bah c'est ce qu'on nous demandait. Mais c'est déjà pas mal. Bah, c'est déjà pas mal, parce qu'on nous demandait de préciser les relations justement entre les Templiers et le Vatican. Donc visiblement, ils avaient quand même des... Eh ben, à mon sens, ils étaient soutenus par le pape, mais pas par l'Église. Pas par l'institution. Oui, d'accord. Non, non. Ils étaient soutenus vraiment par le pape. Et encore par les premiers, parce que les autres, après, ils n'ont plus rien compris. Mais justement, pourquoi ils s'en débarrassent, Philippe le Bel? C'est ce qu'on nous dit, parce qu'ils étaient devenus trop riches, trop puissants? Oui, bien sûr. Trop de ils étaient en train de construire l'Europe avant l'heure. Oui, ils avaient des bases partout dans tous Ben les pays européens, parce qu'ils étaient liés aussi aux chevaliers teutoniques, les fameux. Oui. Donc il y avait une espèce d'axe, c'est vrai, qui traversait toute l'Europe, quoi. Oui. Ils étaient en train de construire une civilisation extra-royaume. Enfin. Donc Philippe le Bel avait tout intérêt à s'en débarrasser. Oui, son intérêt, c'était effectivement à la fois de mettre la main sur le trésor et de se débarrasser de l'autorité morale que représentait le temple, bien sûr. Et parce que on chassait de France, mais dans les autres pays, ils subsistent. Non, oui, ils subsistent partout ailleurs. Ils subsistent partout ailleurs. Finalement, Absolument. il n'y a qu'en France qu'on a un gros problème avec eux, mais après ailleurs. Absolument. Et c'est vrai cette légende urbaine ou pas, le fait que donc c'est le 13 octobre, pardon, 1307, c'est ça qu'on a arrêté, et que donc on a gardé ce vendredi 13 serait un héritage de ça en France. Ça, oui, c'est vrai, c'est faux, ça, c'est une légende urbaine, ce truc-là.